N'hésite pas à prendre un micro derrière toi. Ça va être dur parce que quand même que je puisse... Tu veux que je... Oui, j'en ai tellement à voir. Parce que justement, le sujet sur lequel on va porter... N'hésite pas à le porter. La représentation... Je pense pas qu'il soit allumé. Oui. Très bien. Donc le sujet sur lequel va porter la présentation, en fait, est celui de la représentation en 3D de manière immersive et interactive de l'espace virtuel. Alors virtuel, c'est vrai que c'est pas un mot que j'aime beaucoup. On préfère, quand on a conçu et pensé ce logiciel depuis maintenant une quinzaine d'années, plus jouer sur un espace sensible, même si c'est un espace informatique en fait. Et c'est là où, justement, actuellement, beaucoup d'enjeux tournent autour de la représentation et de comment, à partir des modèles techniques que sont les modèles BIM, passer à quelque chose qui permet quand même à l'architecte et du coup aussi après la maîtrise d'ouvrage et aussi dans le terme de la communication, de pouvoir encore percevoir, ressentir l'espace comme si on le pratiquait, comme si on était dedans. Donc en fait, l'outil qu'on a développé est représentatif un peu de ce qui se passe actuellement. Tous les grands éditeurs de logiciels ont maintenant intégré dans leur chaîne d'outils, donc tant chez Autodesk que chez Bentley, que chez du coup maintenant Advent, un module temps réel, c'est-à-dire qu'on va être dans quelque chose qui va dépasser ce qu'était la représentation habituelle et le processus habituel, que je vous montrerai un petit peu plus tard, qui est de dire, une fois qu'on a fait le projet, ou à telle étape du projet, on va produire la belle image, qui est le point de vue figé, calculé, du modèle qui sert pour la perce de concours, la perce de commercialisation et autres. Nous, on a toujours trouvé que ce côté-là était un peu restrictif et surtout, il implique toujours énormément de travail pour toutes les personnes des agences et autres sur des notions derrière de calcul, de rendu qui sont des domaines très spécifiques. Ce qu'on veut, c'est quelque part mettre l'image à la portée de tout le monde pour la réalisation et la communication d'un projet. Donc, ce que l'on fait quelque part s'apparente un peu à de la magie sur un point. C'est le truchement pour nous, c'est quoi? C'est se mettre un peu en intermédiaire entre faire le pont technique en fait, entre finalement les personnes qui ont besoin de travailler directement sur le modèle et les personnes qui ont besoin de voir l'espace et de comprendre l'espace. Donc toute l'idée derrière Twinmotion et derrière les outils qu'on développe est qu'il n'y a pas de difficulté technique, il ne faut pas mettre à un moment les mains dans des notions complexes de technologie et de passage, d'optimisation de la 3D, mais d'avoir quelque chose de très direct. Et truqué, dans ce cadre-là, on l'entend également parce que comme nous, on va chercher du coup toujours le temps réel et du coup la performance par rapport au rendu, on va utiliser toutes les astuces possibles pour avoir un rendu qui corresponde à une réalité, mais derrière avec des manières détourées en fait. Mais une certaine transparence de ça. C'est en ça que je dis qu'il y a un côté un peu magique dedans. Ces technologies, comme je vous disais, on les développe depuis une quinzaine d'années. On a commencé à les mettre en pratique en fait sur des projets de grande taille qui ont été les aéroports de Paris. Par exemple, là, vous voyez quelque chose qui est un peu inédit, c'est-à-dire que ce sont toutes les variantes qui ont été faites du 2E après son effondrement, en fait, où ils étaient passés par beaucoup d'hypothèses métalliques, structures et autres, et on a fait comme ça avec eux une centaine de variantes du bâtiment avant qu'ils fassent leur choix définitif. Donc là, on est encore sur des rendus qui étaient, comme je vais vous présenter après, des choses où on se penchait sur la question de la matérialité, vraiment avec un point de vue artisanal, dans le sens où il fallait vraiment fabriquer complètement les matériaux à part entière, prévoir et fabriquer le rendu pour représenter ces espaces-là et des matériaux de cette complexité-là. Toujours dans ce petit côté historique, en fait, on avait par exemple une vidéo comme celle-ci présente un bâtiment avec une capture qui a été faite avec un appareil photo et une capture qui a été faite depuis la maquette.
Ça, c'est quelque chose qu'on a produit en 2009-2010 à peu près, cette période-là. Et je dirais, enfin, sans trop m'avancer, qu'il n'est pas trop évident de cerner celui qui vient de la capture réelle, celui de la capture informatique. En fait, ce modèle est fictif. Mais c'est un modèle qui nous avait demandé quand même à peu près 1 mois et demi de travail pour arriver à ça, en travaillant justement, comme je vous dis, de manière un peu artisanale sur les matériaux, sur les lumières et sur le fait de caler et tout ça. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de bouleversements récents, dont toute cette logique d'implantation du BIM. Et en fait, la question est à un moment comment on passe d'un réglage, justement, comme je vous dis, que je considère un peu artisanal, et ça me gêne toujours dans le sens où ça veut dire qu'on ne peut pas systématiser ça sur tous les projets ou tous les bâtiments, à quelque chose qui devient plus systématique sur la base des données qu'on récupère les représentations. Alors, le gros progrès qu'il y a eu avec la maquette BIM, c'est que surtout, maintenant, tous les bâtiments commencent à avoir quand même, dans le concept de la maquette, une partie géométrie et une partie géométrie où on peut renseigner aussi les matériaux. Donc, ce qui se développe au fur et à mesure, c'est de pouvoir quand même récupérer une partie des informations que les fabricants vont pouvoir mettre. Là, typiquement, donc, depuis par exemple chez BIMobject, si on récupère un matériau, on va avoir différents champs qui vont nous permettre de récupérer différentes informations qu'on va au fur et à mesure intégrer. C'est quelque chose qui se cale dans le temps, parce qu'on est quand même encore en transition sur la maquette numérique. Il n'y a pas tous les standards définis sur tous les domaines, notamment sur le domaine du rendu, du matériau et autres. Mais je vais vous présenter un peu ce que nous, on arrive à faire à partir au jour d'aujourd'hui, à partir de ça. Et pour reprendre un peu ce processus global, je dirais que au jour d'aujourd'hui, globalement, les agences et toutes les personnes qui conçoivent vont avoir une chaîne d'outils, que la manière classique et un peu de travailler, et qui reste encore souvent demandée, même dans les concours et autres, reste de passer par du coup des logiciels dans l'idée de créer un rendu, donc des logiciels 3D qui vont être une interprétation du modèle BIM, donc déjà un premier filtrage, et qui après vont demander à composer des matériaux pour un moteur de rendu, donc un deuxième filtrage, ce qui fait que ça c'est un schéma assez peu interactif en fait, et on va produire une image. Nous, ce qu'on veut faire avec les produits qu'on peut proposer, c'est de passer donc de ces outils-là directement à une interactivité qui vous permet de parcourir tout le bâtiment. C'est ce que je vais vous présenter en fait sous Twinmotion dans le cadre d'un projet qui en effet est une galerie quelque part d'exposition des matériaux que vous avez pu avoir des différents constructeurs et fabricants de ce salon. Alors, je vais peut-être poser le micro parce qu'il faut quand même que je le manipule. Donc l'idée c'est d'avoir les deux mains effectivement pour pouvoir de manière interactive se promener à l'intérieur de cette galerie et non comme à l'intérieur d'une image figée. Voilà, donc vous pouvez reconnaître tous les matériaux qui sont exposés à Materials and Light, mais dans une configuration différente. Ici, vous allez retrouver par exemple Eger, le mobilier Eger, d'autres éléments architecturaux qui ont été rajoutés pour montrer effectivement l'eau, la lumière se réfléchissant dans l'eau par rapport à la verrière zénitale, et donc montrer que cet outil permet de simuler la lumière naturelle ou artificielle, et donc son impact sur la matière. Voilà, donc là vous retrouvez le bois acétylé à Accoya, les panneaux de bardage d'Alucobon, l'étoile de Alios, les revêtements de sol Bollon et Aiguet, etc., etc., en réintégrant les motifs. Les panneaux composites de Rochelter que vous avez pu retrouver donc à l'extérieur, à l'entrée. Les grands carreaux de grès de Fiandre. Et puis également les panneaux de IMAX qu'on peut thermoformer et qui disposent de motifs, voilà, de la gamme IMAX Structura. Vous avez également les panneaux en glace céramique qui est un verre recyclé avec des effets de transparence.
Vous retrouvez le mobilier ProUrba, diffusé par ProUrba, vous avez à l'extérieur. Donc voilà, on a fait le tour quasiment de la galerie. Et puis les vitrages intelligents de Sound Partners, que vous retrouvez également au fond du sous-sol. Voilà. Et les panneaux de bardage 13 pailles, on a fait le tour. La galerie est parfaitement circulaire, mais l'idée c'était de montrer effectivement comment on peut les intégrer facilement dans un projet. Qui permet de générer plein de médias différents à partir des modèles. Et notre objectif, en fait, à terme, je vais reprendre ça. Merci. Notre objectif est aussi de pouvoir, du coup, depuis des modèles BIM et autres, ce qu'on fait par exemple actuellement avec les matériaux standards Revit ou Archicad, on les reventile dans des matériaux qu'on a du coup vraiment préparés et setés dans Twinmotion, ce qui fait que vous avez directement des aspects de rendu qualitatifs en fait dans la maquette interactive à l'export. Et ce qu'on cherche un peu justement, c'est un peu l'objet de ce salon et autres, c'est d'étoffer ces choses-là, d'étoffer ces bibliothèques pour avoir un moment, si quelqu'un prend un matériau dans un modèle BIM, qu'il puisse y avoir des correspondances dans le passage à la maquette interactive en fait, directement. Voilà, je vous ai présenté un peu l'idée, rapidement l'historique de ces aspects-là. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? Et est-ce que ça permet de clarifier les choses entre BIM et représentation d'une galerie virtuelle pour vous? Est-ce que ça vous parle? Et Là, ce que vous voyez est complètement dans la phase viewer, en fait, on est dans la phase. Mais Twinmotion a également une interface qui permet à un moment... Alors, si vous avez votre modèle BIM, il y a plusieurs étapes. Au jour d'aujourd'hui, je vois que peu d'agences quand même traitent les matériaux dans le modèle BIM. Quelque part, ils traitent les composantes des murs, ils traitent des choses, mais la nature et le rendu même des matériaux n'est pas vraiment complètement intégré. En fait. Ça dépend complètement de ce qu'ont fait les constructeurs et de si les agences s'y intéressent vraiment. Donc, soit on récupère une maquette qui est un peu faite comme elle est, avec les matériaux consécutifs à ça, et là on peut les changer dans Twinmotion sur une base de bibliothèque où on a prévu, nous, déjà beaucoup de choses qui peuvent être, par exemple, là vous avez un petit aperçu dès que vous prenez un matériau, vous aurez un aperçu de ce qu'il donnera, et ça, il est possible de le drag and dropper. Mais si dans Revit, vous utilisez déjà, dans Revit ou Archicad, vous utilisez déjà une logique de classement par matériaux, de composants et autres, et que vous avez des représentations, elles sont récupérées dans Twinmotion. Ou si vous prenez les représentations standards de Revit, mais que vous les reclassez aussi bien dans vos composants, là, elles seront remplacées par des matériaux Twinmotion plus qualitatifs, mais correspondant aux matériaux Revit. Si je prends un béton de base Revit, j'aurai à l'export un béton Twinmotion qui sera en correspondance, mais plus qualitatif, on va dire, que les images standards. Après, le rendu, je dirais, nous, ce qu'on tend à faire, c'est d'essayer d'avoir le rendu le plus beau possible sans temps de calcul en direct. Ça, après, vous pouvez l'exporter, l'amener chez un client, lui montrer, lui envoyer une vidéo, des panoramas, des images. Vous pouvez générer tous les médias classiques qu'on peut avoir dans la chaîne de rendu. Mais tout l'intérêt est d'avoir quelque chose de très rapide. L'intérêt aussi, c'est que si je fais une modification dans Revit, je réactualise mon modèle, il prend en compte les matériaux appliqués et je me retrouve avec un modèle actualisé. Si on est dans la chaîne que je montrais tout à l'heure avec des Max, des Maya, des choses comme ça, réactualiser là-dedans, c'est l'enfer, parce que ça veut dire qu'il faut retraiter toutes les données et tout. C'est là où je dis c'est un peu une méthode un peu artisanale. Maintenant, on est plus quand même dans des logiques qui sont un peu plus systématiques. Exactement. Ça va répondre à votre question. Oui. Qui? Pardon. Oui.
Oui, bonsoir. Sophie Barré, la boîte des paysages. Donc, moi, c'est mon métier de faire de la visualisation 3D. Donc, je vais avoir une question peut-être un petit peu plus technique. Est-ce que vous avez maintenant, j'ai entendu parler d'un mode, on va dire entre guillemets, VR ready pour faire de la réalité virtuelle, c'est-à-dire être plongé au cœur de la maquette à l'échelle 1 en mode immersif. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les développements actuels et futurs de Twinmotion vis-à-vis de la VR? J'avais entendu parler de l'utilisation de brancher directement un casque Samsung Gear pour être en mode immersif directement. Est-ce que c'est opérationnel ou est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui. Bon, le Samsung Gear n'est pas le meilleur exemple par rapport à ça parce qu'il est un peu... il est bien dans un média qu'on s'est généré aussi, qui est les vidéos, en fait, les vidéos stéréo, par exemple, qui vous permettent d'avoir l'effet de relief dans le casque, mais c'est vrai que ça reste des vidéos, vous êtes sur un chemin. L'idée qu'on essaye toujours de mettre en avant et qui est vraiment à la base de notre concept, c'est de se dire l'interaction, c'est mieux, ça permet en effet de bouger, de voir tous les angles d'un projet. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, les casques Vive et Oculus sont plus adaptés, on va dire, à ça. Et dans l'idée, oui, en effet, c'est-à-dire que quand vous lancez l'application comme ça, si vous avez un Oculus ou un Vive connecté dessus, vous avez l'espace là, mais de manière immersive. Donc c'est vrai que ça donne un côté... Alors après, moi, ce que je trouve aussi, c'est bien, ça permet de vivre l'expérience de l'espace différemment. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que par contre, ça isole un peu, du coup, on ne peut pas parler à plusieurs du même projet, puisqu'on est dans une vue qui est un peu fermée. Ce qu'on aime bien aussi utiliser, que permet Twinmotion, c'est, par exemple, sur des écrans comme celui-ci, avec des lunettes type cinéma, ça donne un effet de relief. C'est une stéréo passive, mais au moins tout le monde voit un peu la même chose et peut parler du projet. Donc ça dépend après complètement du scénario que vous prévoyez par rapport à l'usage du média. Si c'est pour mettre sur un site web, si c'est pour en effet faire une présentation à des gens, à une personne... Tous ces cas-là sont pris en compte parce qu'en fait, à partir de là, on génère toutes ces choses-là. En fait. On centralise tout, on réduit les temps de calcul et à partir de là, on génère des médias. Ça répond à votre question? Bon, là, c'est une démo qui est très minérale. Vous parlez du paysage. C'est vrai que dans nos bibliothèques, on a prévu des choses qui sont aussi après de l'ordre comment dire, tant sur les personnages que sur les végétaux. On a toute une série de bibliothèques et de manières d'implanter qui permettent de composer beaucoup le paysage, le territoire et autres. On a des bibliothèques en fait qui concernent différentes thématiques qui permettent, du coup ici on a tout ce qui est paysager, et après on peut avoir les mobiliers, les personnages, les lumières, les véhicules, tout ça qui s'implémente de manière rapide et simple dans la scène. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Écoutez, merci beaucoup pour cette démonstration et puis ce complément par rapport à la première conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller rendre visite au stand de Twinmotion Amvent. Je pense qu'il sera très heureux de vous accueillir. Et n'hésitez pas aussi à visiter les autres exposants qui sont là pour répondre à toutes vos demandes et curiosités. Voilà. Voilà, je voulais remercier de votre attention. On vous propose évidemment de visiter les autres sculptures qui sont éclairées donc, par Targetti. Et également, il y aura un petit verre qui sera proposé d'ici une dizaine de minutes à l'ensemble des visiteurs de cet événement. Voilà, merci à tous, merci de votre attention. Au revoir.